Et nous sommes de retour après le journal pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction, nous allons parler plutôt de l'ONU et du maintien de la paix. Sous le thème, les casques bleus ne sont pas une baguette magique. C'est des déclarations de Jean-Pierre Lacroix. Les casques bleus de l'ONU, dont les limites entraînent parfois des frustrations des populations, ne sont pas une baguette magique. C'est ce que note Jean-Pierre Lacroix, le chef des casques bleus, soutenant le développement d'outils complémentaires pour protéger les civils sur les tensions, sur les terrains de plus en plus complexes, du Liban à la République démocratique du Congo, du Soudan au Sahara occidental. Quelques 90 000 soldats de la paix servent sous le drapeau onusien dans 12 missions de maintien de la paix à travers le monde, des missions plutôt qui ne font pas nécessairement l'unanimité, comme au Mali où les casques bleus ont été priés de déguerpir, comme également en République démocratique du Congo qui demande effectivement à la fin de la mission onusienne sur son territoire. Jean-Pierre Lacroix souligne, les casques bleus ne sont pas une baguette magique. Je commence par vous plutôt, Cyril. Que comprenez-vous de cette déclaration de Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire adjoint des Nations Unies au maintien de la paix? Bon, moi, je parle d'un aveu de faiblesse parce que quand vous prenez aujourd'hui la mission principale des éléments des casques bleus, c'est le maintien de la paix. Oui. Et qui parle de maintien de la paix, parle de, entre guillemets, mener des guerres contre les forces qui sont contre les forces normales du pays. Quand je parle des forces qui sont contre, je parle des rébellions. Je parle des rébellions. Est-ce que c'est justement ça le rôle des casques bleus? Parce qu'on nous dit que ce n'est pas des forces pour faire la guerre, mais des forces je vais donner des exemples. Quand vous prenez aujourd'hui MONUSCO, mission des casques bleus du côté de la République démocratique du Congo, de la République démocratique du RDC, depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Ils empêchent l'avancée des groupes rebelles. Ils empêchent quoi? Presque chaque jour, il y a ce mouvement-là, comment vous l'appelez? Mouvement de 13 mars, 23 mars. Le mouvement de M23 là, qui est basé du côté de la frontière, à l'est avec le Rwanda, qui fait des incursions. Quand vous revenez un peu au niveau de Kivu, Goma, il y a des légions, des légions des rebelles qui sont là-bas. Une centaine de groupes terroristes. Plusieurs. Qu'est-ce que ces forces onusiennes font concrètement du côté de RDC? Rien. Or, ce sont des milliards que l'État congolais débourse pour ces genres de missions-là. Mais l'État congolais aussi participe à ces genres de... Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Rien. Du même, quand vous prenez aujourd'hui le Mali, MINUSMA, qu'est-ce que MINUSMA a fait? Ça fait presque plus de 10 ans qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais quand on leur a dit de partir, moins de 10 jours, l'armée malienne a pu prendre Kidal. Moins de 10 jours de combat, l'armée malienne a pu prendre le Kidal. Donc je crois que quand on parle d'aujourd'hui de bâton magique, tout ça là, c'est un aveu de faiblesse. Pour vous, c'est un aveu de faiblesse. Autrement dit, ils ne savent pas concrètement ce qu'ils sont venus faire. Leur mission, ils ne le savent pas. Est-ce que leur mission, c'est d'utiliser une baguette magique, si vous dites qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire? C'est d'aider les forces armées de ces pays-là à lutter contre le terrorisme, à lutter contre les rebelles. Maintenant, si vous êtes là, il y a les rebelles qui mènent toujours des incursions. Vous ne dites rien. Pourquoi vous êtes là? Rien. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des militaires qui mènent aussi des abus sur des femmes. Des viols sur des femmes. Donc si aujourd'hui M. Lacroix dit que
ils n'ont pas un bâton magique là. Moi, je le dis et je le répète, je l'assume. C'est un aveu de faiblesse. Autrement dit, eux-mêmes là, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils sont venus faire dans ce genre de pays. J'ai donné seulement 2 exemples pour ne pas aller trop loin. Je donne seulement l'exemple de la RDC et du Mali. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Rien. En tout cas, pour vous, ils n'ont rien fait. Nous reviendrons tout à l'heure peut-être à aborder un aspect de leur bilan, mais bien avant, Louis Kamako. Pour Jean-Pierre Lacroix, les casques bleus ne sont pas une baguette magique. Oui, je pense que là, on doit faire un peu de la pédagogie. C'est pour dire qu'on doit rappeler les principes. Ce que c'est que les casques bleus. Oui, c'est-à-dire que, comme s'il a dit, c'est des gens qui maintiennent la paix et la sécurité dans le monde. Et quand ils sont déployés dans un pays, c'est leur rôle en fait spécifique. Maintenant, le rôle peut évoluer. Maintenant, comment est-ce qu'ils maintiennent la paix? C'est ce qu'on veut savoir. Voilà, c'est sur ça qu'on ne s'accorde pas généralement. Justement, en portant assistance aux couches les plus vulnérables. C'est pourquoi vous allez voir dans les missions des casques bleus, des médecins, des humanitaires, des civils, et puis parce que c'est une composante de militaires, de civils, de policiers. C'est-à-dire que c'est un corps cosmopolite en fait. Il y a beaucoup de composantes dans ce corps-là et des gens en réalité qui ne sont pas là, comme tu le disais, pour aller combattre en fait qui que ce soit. Mais c'est des gens qui assurent le processus peut-être de désarmement par exemple des ex-combattants. Ils assurent également le respect du cessez-le-feu. Et donc, ils veillent également à la protection des droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être empêcher que les gens aillent peut-être bombarder une église, bombarder en fait les hôpitaux ou bien tirer sur les mineurs. Donc, c'est leur mission principale. Ils ne sont pas là pour se substituer en fait aux armées. Ils ne sont pas là pour se substituer à l'armée régulière, mais juste maintenir, comme je le disais tout à l'heure, la paix et la sécurité dans le monde. Et si pris comme tel, c'est pour ça que je suis tenté peut-être de donner du crédit à ce que dit Jean-Pierre Lacroix. Parce qu'on pense que quand ils sont là, c'est eux qui doivent tout faire. Ils sont là pour une mission bien définie. Et c'est pour ça que quand les casques bleus sont dans un pays, la résolution de la crise en fait dépendant des belligérants. Ça dépendant en fait parce que comme je le disais, les casques bleus c'est pour vous dire vous êtes en guerre certes, mais il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des dégâts à ne pas justement causer. Donc c'est un peu ça. Vous êtes en guerre, ok, il n'y a pas de problème, mais attendez-vous sur le minimum. Que vous ne pouvez pas peut-être aller tirer sur les enfants à l'école, vous ne pouvez pas aller bombarder une église, vous ne pouvez pas aller bombarder des hôpitaux par exemple. C'est des choses en réalité qui les amènent en fait dans les pays qui sont. Et sur le terrain, on le voit souvent en activité, en nation, ils sont aux côtés peut-être des malades, des blessés. Ils se transforment par moment en médecins, en infirmiers et ils apportent des soins adéquats en fait aux populations concernées. Donc je pense que si on analyse le sujet comme tel, Jean-Pierre Lacroix a peut-être raison de le dire et là je pense qu'il est en train peut-être de faire un coup à ceux qui pensent que les casques de l'ONU doivent être au four et au moulin. Alors, si les casques bleus, par exemple, n'ont pas pour mission d'aller tirer, parce que si je comprends bien les principales tâches que vous venez de lister, on n'a pas vu quelque part où on dit qu'ils vont faire la guerre. Peut-être à tel groupe, ils vont faire la guerre, à tel groupe, ils vont venir aider tel pays à faire la guerre. Mais ils servent de force tampon, comme on le dit généralement, force d'interposition. C'est quoi finalement leur utilité? On a dit que ce sont des opérations de maintien de paix. C'est-à-dire que... Si la paix n'existe pas, ils la maintiennent comment? Puisque les gens sont déjà en guerre, il n'y a plus de paix. Mais il n'y a plus de paix. Mais non, si la paix n'existe pas, ils la maintiennent comment? Ils devraient normalement l'amener parce qu'on dit qui veut la paix prépare la guerre. C'est souvent sous cet angle que les populations les conçoivent. Donc, quand on dit qu'il y a une mission des casques bleus qui vient, il y a un contingent onusien qui vient, on se dit que c'est des gens qui vont aller sur le terrain pour aller combattre les terroristes pour nous, pour aller combattre les rebelles aussi. Non. Généralement, c'est la conception qu'on a. Et cette conception, elle est fausse, elle est erronée. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'eux, ils ne viennent pas pour combattre les terroristes. Ce qui pourrait expliquer qu'il y a des limites, en fait, à ce que vous faites.
comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a des dégâts qu'on ne peut pas causer en période de guerre. C'est pour ça que dans le protocole en fait, additionnel, il y a ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Le crime de guerre. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Il y a ces genres de crimes-là que vous devez éviter. Et donc l'ONU et les casques de l'ONU sont souvent là pour ça, pour veiller à ce que tous ces principes-là soient respectés. C'est comme deux personnes qui se battent et ils sont les arbitres. Oui, ils sont les arbitres. Ils vous disent, voilà, et ça, vous pouvez le faire. Battez-vous, mais vous ne vous cognez pas trop voilà, fort. c'est un peu ça. Ça dit que c'est une mission un peu compliquée et c'est comme à l'image de ta question que tu posais tout à l'heure. Si la paix n'existait pas, comment est-ce qu'ils peuvent la sauvegarder? Et donc là, je profite pour vous rappeler que la paix, en réalité, n'est pas absente de guerre. On peut ne pas être en guerre, mais ne peut être en paix. La paix n'est pas en réalité l'absence de conflit. Donc la paix, c'est tout un ensemble. Voilà, c'est tout un ensemble. Et qu'il y a un élément qui ne s'y figure pas. Donc comprenez que la paix, elle est menacée et que forcément, on a besoin des casques bleus de l'ONU pour pouvoir venir l'entretenir ou bien la sauvegarder ou bien la rétablir. Ce qui explique leur autre surnom, les soldats de la paix, Justement. qu'on leur donne, puisqu'il faut effectivement faire cette précision qu'ils ne viennent pas souvent sur le terrain de combat pour aller tirer, ce qui explique à côté des missions des casques bleus qu'il y a d'autres missions. On l'a vu par exemple au Mali où il y avait l'opération Barkhane et qui était remplacée entre-temps par Takuba. Au même moment, il y avait entre-temps Serval devenu Barkhane, après c'était Takuba, mais au même moment il y avait la MINUSMA aussi qui n'avait pas forcément la même mission. On l'a vu au Congo, en République démocratique du Congo, il y a la MONUSCO, mais il y a également les forces, actuellement il y a les forces de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est qui sont là également pour combattre les groupes rebelles ou bien pour jouer pratiquement le même rôle, ce qui crée généralement des frustrations. Alors, si tant est que le rôle des Nations Unies ou des casques bleus n'est pas de venir combattre les groupes terroristes, ne pas de venir combattre les rebelles pour les États, mais peut-être permettre aux États de reprendre progressivement le contrôle de la situation, quelles doivent être les prérogatives qu'il faut leur ajouter pour qu'ils puissent permettre effectivement aux États de pouvoir s'assumer? Parce que Cyril disait quelque chose tout à l'heure, la MINUSMA était là depuis plusieurs années, on n'a jamais pu permettre, ou bien n'a jamais pu permettre à l'armée malienne de reprendre Kidal. Quelques jours après leur départ, l'armée malienne fonce sur Kidal, du moins pour le moment, l'armée malienne est à Kidal. Que faut-il faire pour que les missions-là ne soient pas juste de simples déploiements de personnel onusien qui finalement ne permettent pas de résoudre les problèmes et qui finissent par être critiqués par les populations, Cyril? Oui, bon, moi, pour éviter la gabegie financière, investir des millions dans ce genre de missions, ne pas avoir de résultats concrets. Ne pas les permettre d'aller tirer sur le terrain. Oui, oui. Moi, je proposerais que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, revoit un peu la mission principale des casques bleus ou revoit un peu leur cahier de charges. En tout cas, c'est ce que propose Jean-Pierre Lacroix aussi. Oui, oui. Leur mission et leur cahier de charges. Vous ne pouvez pas venir vous installer dans un pays. Le pays dans lequel vous vous êtes installé contribue à votre mission. Même si on ne donne pas beaucoup, le pays donne quelque chose. Et c'est de l'argent du contribuable. Et maintenant, vous êtes là, vous voyez des rebelles tuer les populations. Et dire que non, vous n'êtes pas là pour tirer, vous êtes là pour maintenir la paix. Comment vous voulez maintenir, vous, votre paix? Sans faire la guerre. C'est la question qu'on se pose. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas maintenir la paix sans faire la guerre? C'est impossible? Par quoi? Vous-même, les casques bleus même sont toujours assassinés ou bien sont toujours visés par ces groupes rebelles-là. Mais comment vous voulez mener ou comment vous voulez imposer cette paix-là? Mais la meilleure façon d'imposer la paix dans un pays, c'est de mener la guerre, de faire la guerre contre toute personne, tous les groupes rebelles qui ne veulent pas avoir la paix. Mais il faut les imposer. Et pour les imposer, il faut les anéantir. C'est pourquoi des fois, moi, je ris quand nous voyons des médias occidentaux crier partout que l'État malien est en train de semer du désordre, de mener des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre du côté de Kidal.
Mais ça, moi, personnellement, moi, ça me fait rire un peu. Parce que ce que vous n'avez pas fait dans 10 ans, mais l'État même a pris sa responsabilité et l'a fait en moins de 10 jours. Donc, ça doit vous amener à réfléchir, à mener des réflexions. Si c'est vous, je parle bien de vous, la représentant des casques bleus, si c'est eux qui devaient revoir leur cahier de charge, le contenu, revoir leurs missions, les missions qui leur sont assignées. Parce que moi, je ne peux jamais le concevoir, je ne peux jamais l'accepter, le fait qu'ils sont là pour maintenir la paix sans tirer ou sans faire la guerre. C'est quasi impossible. Voilà. C'est quasi impossible. Selon vous, Cyril Savlassou, Louis, que faut-il faire pour maintenir la guerre, pour maintenir plutôt la paix, si tant est qu'on ne va pas faire la guerre? Que faut-il ajouter aux dispositions des missions de l'ONU? Oui, rapidement, je pense que, comme vous l'avez dit, il faut que l'ONU d'abord revoie sa copie, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité de l'ONU, parce que le déploiement d'abord des casques bleus dépend en fait, validé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, il va falloir que depuis là, on essaie de revoir un peu les copies pour dire que peut-être, on a dit que c'est un corps en fait polyvalent. Il y a des militaires qui ne savent pas que tirer. Il y a des civils également, il y a des policiers. Et donc, généralement, ce qui est constaté, c'est que les populations en crise ou bien les populations en difficulté font confiance en fait à ces casques bleus là, parce que je disais tout à l'heure que parmi eux il y a des policiers et il y a des civils, et donc les populations ont la facilité de se confier à eux. Et donc si c'est comme ça, je pense que l'ONU peut penser justement à leur donner le mandat de facilitateur, de négociateur, c'est-à-dire que on peut allier les deux positions, les belligérants, ceux qui combattent sur le terrain. On peut donner mandat à l'ONU de demander en fait, l'ONU peut donner mandat à ces casques bleus-là que d'arriver à un moment donné, vu la complicité de la situation, vu la durée de la guerre, ils peuvent essayer de faire asseoir les belligérants et tenter un premier règlement. Et si déjà ça ne marche pas, on peut faire recours à d'autres structures. Donc je pense que, comme je le dis, sinon après tout, ça va ressembler à une perte financière, comme le disait Cyril tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous avons au propos du président Faure Gnassingbé en Allemagne.